15h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Suite de notre édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, jour 24. Des dizaines de personnes ont perdu la vie à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, après le bombardement d'une caserne militaire. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Quentin Bollier et Fanny Morel dans un instant. L'inquiétude également du côté de Mariupol, qui est une ville éventrée par les bombes au milieu des ruines. Les combats font rage pour le contrôle de la ville, alors que plus de 140 personnes ont été sorties des décombres du théâtre de Mariupol. Et puis l'armée russe annonce avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire des infrastructures militaires ukrainiennes dans l'ouest du pays. De quoi s'agit-il? Faut-il s'en inquiéter? Les explications de notre journaliste politique international Dominique Marie dans un instant. 24e jour de guerre en Ukraine et on prend la direction du sud du pays pour retrouver nos envoyés spéciaux Quentin Bollier et Fanny Morel à Mykolaïv. Quentin, des opérations de sauvetage se poursuivent à Mykolaïv où des dizaines de personnes auraient été tuées lors d'une frappe contre une caserne ukrainienne selon les autorités. Oui, exactement. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours, et des opérations à la fois de sauvetage pour essayer de sortir des rescapés, et aussi opérations de police scientifique, pourrait-on dire, de la part des enquêteurs sur place pour savoir ce qui a pu provoquer ce fort bombardement. Ce que disent les seules informations pour l'instant dont on dispose, parce que l'armée ukrainienne ne souhaite pas donner trop d'informations sur ce qui s'est passé. Ce qu'on sait de sources sûres, c'est que hier matin, très tôt, vers 5h du matin, a priori, un ou plusieurs missiles ont touché un bâtiment à l'intérieur ou à proximité d'une base militaire dans laquelle dormaient visiblement entre 100 et 200 soldats ukrainiens. Il y aurait de nombreuses victimes. Le bilan ici, et on en parle soit de 40 à maximum 80 morts. Voilà le bilan dont parlent certains témoins sur place, mais aucune confirmation officielle de la part des autorités. On a pu nous joindre notamment un chirurgien à l'hôpital qui a dit que la situation était absolument catastrophique et que les patients étaient arrivés hier par dizaines, mais l'information est toujours très difficile à vérifier parce qu'ici l'armée ukrainienne ne souhaite évidemment pas s'étendre sur les pertes qu'elle subit, sur les déconvenues qu'elle peut avoir, et effectivement ce qui se passe, la situation dans Mykolaïv est un petit peu paradoxale. On a entendu tout à l'heure dans l'heure précédente de nombreux départs d'artillerie de la part de l'armée ukrainienne avec de lourdes explosions, et en même temps le front a plutôt reculé ces derniers jours. Les soldats se battent maintenant plutôt à 15-30 km à l'extérieur de la ville, et ce qu'ils expliquent, les soldats qu'on a pu aller voir ce matin sur le front, c'est que finalement, comme militairement ça ne bouge pas beaucoup sur le front, eh bien la Russie attaque à longue distance via des tirs de missiles et de roquettes. Et ce que cherche aussi à faire l'armée ukrainienne, c'est à savoir si ce bombardement, qui a fait donc des dizaines de morts a priori à proximité ou sur une base militaire, si ce bombardement est dû à un acte d'espionnage, une information qui aurait pu être donnée dans la ville en interne, une information selon laquelle donc ces soldats se trouvaient par dizaines sur cette base touchée hier matin par un bombardement. Merci beaucoup Quentin Bollier, l'envoyé spécial de BFM TV, donc à Mykolaïv avec Fanny Morel. Que sait-on de ce site militaire frappé donc par les Russes? Les explications de Dominique Marie, journaliste politique international de BFM TV. C'est un site effectivement qui se situe quasiment au centre de cette ville, Mykolaïv, ville importante, ville de garnison, ville qui a à peu près 400 000 habitants, en tout cas avant l'invasion russe, ville aussi qui servait de base pour ce qu'il restait de la marine de l'Ukraine. C'est une ville donc importante. Et ville qui est sous état de siège quasiment depuis maintenant une dizaine de jours, qui est régulièrement bombardée avec beaucoup de pertes, notamment côté civil. Et puis donc, effectivement, ces roquettes qui ont été tirées de manière assez précise, on va le voir, voilà, vers cette base qui se situe ici, dans la nuit ou au petit matin, base qui accueillait près de 500 militaires, de jeunes militaires, nous dit-on, qui étaient effectivement dans cette caserne. Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une caserne, c'est des bâtiments avec des lits un peu partout alignés, et puis évidemment beaucoup de monde dedans. Les images qu'on a vues sont terribles. Et encore, on les a expurgées parce qu'on voit des corps, des bras, des jambes qui sortent de ces gravats, et on voit effectivement les Ukrainiens qui tentent de dégager tous ces hommes. Alors tout ça fait suite aussi, et c'est peut-être pas complètement anecdotique, à une contre-offensive qui a été menée ces dernières 24-48 heures par l'armée à Mykolaïv. Ils ont repris du terrain face aux Russes, qu'ils ont repoussé à mi-chemin entre Mykolaïv et Kherson, cette ville qui est aux mains des Russes. Et c'est peut-être finalement la réponse des Russes aujourd'hui, qui est au-delà des objectifs finalement civils, ou en tout cas le fait de bombarder aveuglément la ville de Mykolaïv, ont aussi décidé de cibler des cibles militaires. Et ça, on ne peut pas considérer ça, c'est vrai, comme un crime de guerre. Sur le front sud du pays, l'armée russe affirme être enfin entrée dans le centre de la ville de Mariupol. Cette ville est assiégée depuis plusieurs jours déjà et des centaines de personnes seraient toujours sous les décombres de ce théâtre qui a été visé mercredi.
Hier, le conseiller du président Zelensky a déclaré que Marioupol ne pourrait pas être récupéré militairement, mais 350 000 habitants resteraient pris au piège dans cette ville martyre. Guillaume Marquis, Elisa Tranin. Que reste-t-il de Marioupol? Une ville fantôme, aux immeubles ravagés par les bombardements incessants. Les couleurs flamboyantes de ce centre commercial ont complètement disparu. Le paysage filmé par un drone est aujourd'hui noir et blanc. Certains habitants sortent de leurs abris pour constater les dégâts, mais à chaque coin de rue, ils risquent leur vie. Les logements sont inhabitables, alors ils sont des centaines à tenter de quitter la ville. Sur ces images satellites, on aperçoit une file de voitures. Devant les décombres d'un quartier, ce soldat interpelle les présidents américains et français. Sauvez la population civile. Des enfants, des personnes âgées meurent. La ville est détruite et elle est balayée de la surface de la terre. Ou peut-être vous voulez un nouvel Alep? Eh bien regardez, vous l'avez presque. S'il vous plaît, offrez une défense aérienne à l'Ukraine. L'armée russe et ses alliés séparatistes affirment contrôler 90% du centre-ville de Marioupol. Ce conseiller du président Zelensky est très pessimiste quant à l'avenir de la ville. On a effectué plusieurs tentatives de soutien aérien à Marioupol et elles n'ont pas réussi. C'est pourquoi il n'existe actuellement aucune solution militaire à Marioupol. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion des militaires. Pendant ce temps, les soldats tchétchènes arrivant en renfort des unités russes se mettent en scène en train d'évacuer des habitants. Mais les affrontements s'intensifient. Des combats qui vont jusqu'au centre-ville, où des civils seraient toujours coincés sous les ruines du théâtre, bombardés mercredi. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement ukrainien. Plus de 130 personnes ont déjà pu s'en sortir. Certains sont sérieusement blessés. Mais pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a des morts. Un bombardement malgré la présence de grandes lettres blanches au sol qui indiquaient en russe que des enfants étaient à l'intérieur. Une nouveauté dans ce conflit, l'armée russe annonce avoir utilisé des missiles hypersoniques. Une première, ces armes auraient servi à détruire des infrastructures militaires ukrainiennes dans l'ouest du pays, comme le précise le porte-parole du ministère russe de la Défense. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un entrepôt souterrain de missiles et de munitions ukrainiennes dans la localité de Deliatine. Dominique, que sont ces missiles hypersoniques et faut-il s'en inquiéter? En fait, ce sont des armes sur lesquelles travaillent les grandes armées du monde depuis à peu près les années 70 et qu'au fond, les Russes sont les premiers à avoir dégainé d'abord en manœuvre et maintenant, on l'a vu a priori aussi sur le terrain face à l'Ukraine. Des missiles comme celui-ci, vous voyez, qui sont portés par un avion, un MiG en l'occurrence, qui vont très vite, 7400 km/h. Bon, Mach 6 jusqu'à Mach 10, vous le voyez, c'est des vitesses évidemment importantes et on comprend bien qu'à cette vitesse, il est compliqué pour la défense sol-air d'attaquer ces missiles et de les réduire en miettes avant qu'ils ne touchent leur cible. En plus, ils ont une autre capacité, ils ont cette capacité à changer de trajectoire très rapidement, ce qui les rend évidemment difficilement détectables et difficilement attaquables par la défense. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? C'est la deuxième question que vous me posez. Alors, je ne pense pas que dans ce conflit, ils soient utilisés de manière massive, ces missiles-là, parce qu'ils sont plutôt dédiés, en tout cas c'est comme ça, ils sont assez neufs, donc assez récents, mais on sent bien qu'ils vont plutôt être dédiés à frapper des centres de commandement pour couper l'armée évidemment de son commandement, mais aussi peut-être à être utilisés plus tard contre des porte-avions par exemple. Ça aussi, il serait très efficace contre ces porte-avions, mais l'Ukraine, elle n'en a pas de porte-avions, donc on voit que c'est plutôt une sorte de signal qui est envoyé à travers ces missiles. Et justement, quel message envoie la Russie avec l'emploi de ce nouveau type d'arme? On voit que là, ils essayent de montrer peut-être un peu plus les muscles. Oui, c'est vrai, face à une opération militaire spéciale qui semble quelque part un peu piétinée, malgré le fait qu'elle soit assez dévastatrice, on vient d'en parler, qu'elle soit rabageuse également, eh bien les Russes sont sans doute à cœur de montrer que leur armée, même si elle est un peu pâteuse, elle dispose de ces armes extrêmement puissantes, qui sont difficiles à contrecarrer. Et c'est peut-être au-delà du message d'orgueil, une manière de dire à l'Occident, attention, on a des armes extrêmement destructrices pour lesquelles vous ne pouvez pas vous défendre. On les a aperçus d'ailleurs, parce qu'on a parlé de ce missile qui est en fait une sorte de missile
missiles mini, missiles hypersoniques, mais il y en a d'autres beaucoup plus inquiétants. Celui qu'on a aperçu tout à l'heure et qu'on va revoir, c'est le missile Avant-Garde, qui lui en fait opère depuis l'espace, donc à plus de 100 km/h, donc à 100 km de distance de la surface de la Terre. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué de le contrecarrer, avec une vitesse assez impressionnante également et une précision record. Évidemment, il y a aussi les Américains qui travaillent sur ce type d'armes, avec notamment un essai qui a été effectué il y a quelques années, un missile qui a été envoyé à 4000 km de distance et qui a touché sa cible à seulement quelques centimètres près. À l'ouest, à présent, près de la frontière polonaise, la ville de Lviv connaît un léger répit après l'explosion d'une usine de réparation d'avions. Hier, malgré quelques heures d'accalmie, une nouvelle sirène d'alerte a été entendue en fin de matinée aujourd'hui. Mais dans cette ville, vous allez voir, flambeau de la résistance ukrainienne, les habitants essayent de continuer de vivre presque normalement. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux Anaïs Kroutz, Élise Phillips et David Coulomb. Alors que la nuit a été plutôt calme après les bombardements d'hier, c'est une nouvelle alerte qui a retenti aujourd'hui. Elle est en train d'être levée, c'est ce qui a été annoncé. Nous avons dû nous réfugier dans un abri en contrebas pendant une vingtaine de minutes. Donc même si en apparence tout paraît très calme ici à Lviv, le quotidien de la guerre refait surface. Depuis plusieurs semaines, les habitants se sont préparés à une éventuelle intensification du conflit dans l'Ouest. Il faut savoir qu'ici, à Lviv, c'est une base arrière de la résistance, là où la logistique s'organise. Par exemple, il y a des formations pour ceux qui veulent rejoindre le front. Des monuments de ce centre-ville qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été protégés. Donc les habitants ont conscience de ce danger, conscience que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais malgré tout, ils nous expliquent qu'ils ne partiront pas. Ils continueront à rester ici pour continuer à résister et défendre leur pays. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous continuons à parler de cette guerre en Ukraine avec l'une des principales informations de la journée, c'est le bombardement de ce site militaire à Mykolaïv, dans le sud du pays, qui a fait des dizaines de morts parmi les soldats. Le jeudi 24 février, la guerre a fait son retour en Europe. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Nous sommes tous ici pour protéger l'indépendance de notre pays. Quand l'histoire s'accélère, l'information n'est plus simplement importante, elle est cruciale. Édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Avec nos envoyés spéciaux sur place. Vous pouvez le voir derrière moi, les rues sont absolument vides. Nos experts et nos invités, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec cette intervention militaire. BFM TV est plus que jamais à vos côtés pour témoigner, analyser, comprendre. BFM TV, l'info en première ligne. Voici la Peugeot i208 100% électrique, avec projecteur full LED, iCockpit 3D, jusqu'à 362 km d'autonomie et le tout nouveau FBIS R. Faire bonne impression sur Richard. Adoptez la conduite parfaite avec la i208 et faites plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Le FBIS R peut déclencher des selfies en série. Diffasure Piscine, premier constructeur européen de piscine en béton armé. L'Express, s'informer pour réussir. Je dors. Les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. L'élégance et la polyvalence d'un crossover. L'âme de notre roadster. Nouveau Mazda CX-5. Le plaisir de conduire.
79%, c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. 79% qui sont à la pointe du recyclage. 79% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. Découvrez Équilibrou by Comme J'aime, la gastronomie minceur à domicile. Sur équilibrou.fr, vous choisissez de délicieux repas équilibrés, composés de plats frais, cuisinés par nos chefs. On vous livre ensuite chaque semaine tous vos repas. La fraîcheur de nos plats est donc garantie. Et bien sûr, il y a l'expertise minceur de Comme J'aime pour perdre du poids. Alors lancez-vous maintenant et profitez de notre offre exceptionnelle. Testez Équilibrou. La première semaine est à moins 50%. Oui, moins 50% sur la première semaine. Rendez-vous tout de suite sur équilibrou.fr. équilibrou.fr. Ford Puma hybride E85. Découvrez le plus malin des SUV. Emportez tout ce que vous aimez grâce à sa méga box et profitez des avantages de l'hybride et de l'E85. Ford Puma hybride 85, à partir de 199 € par mois. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice à l'Orange Vélodrome ce dimanche. Seulement sur Prime Video. You United Credit. En ce moment, taux exceptionnel à partir de 0,1%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Retour de l'actualité sur BFM TV, 24e jour de guerre en Ukraine. Et cette information du jour sur le front sud du pays. Un site militaire a été dévasté dans la ville de Mykolaïv. Le bilan s'annonce très lourd. Écoutez les dernières précisions du gouverneur de Mykolaïv. Hier, ces monstres ont tiré sur les soldats. Je ne peux pas donner de chiffres car j'attends les chiffres officiels. Concernant la situation militaire, nous essayons de réparer les dégâts dans les villages. Je ne veux pas trop commenter le bilan des pertes humaines. Ce n'est pas notre tactique. Nous avançons avec beaucoup de prudence. Hier, ils ont tiré sur les villages. Ils tirent sur des gens qui dorment. C'est comme ça. C'est la guerre. Et dans ce contexte, la campagne présidentielle en France tente malgré tout de se poursuivre. 22 jours avant le premier tour, Valérie Pécresse est en meeting à Vannes, en Bretagne, ce samedi. Alexis Cuvillier est sur place pour BFM TV aux côtés de Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule et conseiller politique de la campagne de Valérie Pécresse. Bonjour Franck Louvrier, vous êtes en effet conseiller politique de Valérie Pécresse dans cette campagne. Une campagne qui est un peu reléguée au second plan par le contexte international très difficile en Ukraine. On en parlait à l'instant sur l'antenne de BFM TV. Comment vous percevez ça? Il faut faire campagne malgré tout? Bien sûr, parce que d'abord, on travaille pour les 5 ans à venir. C'est pas uniquement pour le contexte dramatique que l'on vit en ce moment au niveau international. Donc il est essentiel de pouvoir faire des propositions dans tous les domaines, que ce soit le sujet du pouvoir d'achat, mais aussi les sujets de la sécurité. Ce sont des sujets qui sont des préoccupations quotidiennes des Français que je pense que les Français ne veulent pas mettre entre parenthèses même pendant cette campagne. La candidate, elle était dans la région Occitanie hier, elle est en Bretagne aujourd'hui, elle se démultiplie sur le terrain. C'est la bonne méthode? Il faut faire cette campagne de terrain à tout prix? Vous savez, l'objectif d'une campagne, c'est de rencontrer les Français. C'est de faire des débats, c'est de rencontrer des Français, c'est d'avancer ses idées, de faire des propositions. Et c'est exactement ce que fait Valérie Pécresse depuis plusieurs semaines maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soir où elle n'est pas en France auprès des Français pour déployer l'ensemble des éléments qu'elle a pu travailler depuis ces dernières années. Donc c'est vraiment pour elle un enjeu majeur, cette rencontre permanente avec les Français. Comme on dit souvent, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les Français. C'est un parcours assez solitaire en fin de compte. Mais ce parcours, il faut le faire. Il ne faut pas jouer à saute-mouton. Il ne faut pas l'éviter. Et malheureusement, il y a certains candidats qui le font.
C'est une campagne difficile pour Valérie Pécresse. Elle est souvent dans la 5e position dans les sondages. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui la dépasse dans certains sondages récents. Comment vous expliquez qu'il y a cette mauvaise dynamique dont elle a du mal finalement à s'éloigner? D'abord, vous me permettrez de dire qu'il y a deux campagnes. Il y a celle où les gens restent chez eux en train de regarder les sondages. Et puis il y a celle sur le terrain où elle rencontre l'ensemble des acteurs qui vont à un moment ou à un autre avoir un rôle important dans cette campagne. Et je peux parler avec un peu d'expérience. Vous savez, les sondages, on les regarde, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Mais une campagne, c'est à l'arrivée, c'est le jour de l'élection. Ça se fait quand vous voyez 4 Français sur 5 n'ont pas encore choisi. Ça prouve bien que la campagne, elle a toujours lieu. Elle a lieu en ce moment. Elle n'a pas lieu uniquement dans les sondages. L'expérience dont vous parlez, c'est notamment celle que vous avez acquise auprès de Nicolas Sarkozy. On sait que l'ancien président a choisi de garder le silence. Certains disent qu'il pourrait rallier Emmanuel Macron dans les prochains jours. Est-ce que vous lui avez parlé de tout ça dernièrement? Vous savez, moi, ce que je fais toujours, c'est que je respecte l'ancien président de la République. Parce que d'abord, il a fait le choix de se mettre en retrait de la vie politique. Donc, c'est pas à nous de le remettre dans le chaudron de la vie politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les interprétations, les rumeurs, je pense qu'il faut être là aussi très en distance par rapport à ça. Demain, il va participer à une cérémonie très importante, qui n'est pas une cérémonie politique, qui est une cérémonie d'hommage au terrible événement que j'ai vécu auprès de lui quand il était président de la République à Toulouse. Et donc, voilà, toute récupération politique ou politicienne des choses est vraiment détestable, parce que c'est pas ce qu'il souhaite et c'est pas ce que souhaite, bien évidemment, le président de la République actuel. Donc, après, ce sera son choix, ce sera sa décision. Moi, je pense qu'il faut toujours respecter d'abord l'homme, Nicolas Sarkozy, qui a eu une expérience indéniable, dernier président de la République de droite, en tout cas qui a assumé ce positionnement très fortement dans le pays. Et donc de ce fait-là, il aura peut-être l'occasion de parler, de se prononcer. Mais laissons-le, faut pas lui forcer la main. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir, je dirais, des rumeurs qui portent ses idées. C'est à lui de se prononcer s'il le souhaite. Vous êtes élu local, vous me disiez, vous étiez encore au contact de vos administrés à La Baule ce matin. Que vous disent ces administrés sur leurs attentes sur cette présidentielle? C'est vraiment le pouvoir d'achat, le principal sujet de préoccupation, comme certaines études d'opinion le montrent? Oui, nous sommes à peu près 1 heure ici de La Baule, et donc c'est vrai que j'ai l'occasion aussi de venir dans ce endroit magnifique qui est la Bretagne. Et la Bretagne, c'est pas uniquement la Bretagne administrative, c'est la culture bretonne. Et la culture bretonne, elle est aussi à La Baule très, très présente. Je pense que les Français, ils sont très préoccupés par leur situation du moment. Notamment en matière de pouvoir d'achat, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils voient que la montée des matières premières, la montée, bien sûr, des prix du carburant sont une préoccupation de vie quotidienne. Donc il faut essayer d'apporter des réponses à ces enjeux-là. Et puis ils veulent aussi, surtout, vivre en paix, vivre de façon paisible. Et là aussi, on a des propositions à apporter. Merci beaucoup, Franck Louvrier. Merci. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. C'est un très bel et puissant anticyclone qui va venir nous protéger pour la semaine prochaine. En attendant, une petite faiblesse pour ce dimanche. Après une belle amélioration sur les régions du nord ce samedi, on va retrouver un petit peu plus de passages nuageux, notamment du nord de la Bretagne, en descendant sur le nord du Massif central et en remontant sur l'Alsace, la Lorraine. Alors au nord, encore plus au nord, ce sera très agréablement ensoleillé. Ailleurs aussi, mais on a toujours une nouvelle fois dans ce flux d'est ces entrées maritimes et ces pluies soutenues sur les Cévennes. Donc des nuages assez nombreux sur le sud-est que l'on va conserver tout au long de la journée. Ça va s'ennuager ailleurs également. On conservera malgré tout de belles éclaircies sur le sud-ouest, près des frontières de l'est également, de l'Alsace jusque sur les Alpes et sur l'extrême nord également. Ce sera assez agréable. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée ce dimanche, premier jour du printemps, des valeurs comprises entre 0 et 9 degrés sur le sud, 3 à Paris, 3 également du côté de Strasbourg et Grenoble. Et dans l'après-midi, eh bien, les valeurs seront contrastées. 11 degrés à Lille, 19 degrés dans le même temps sur la côte aquitaine, sous le soleil. 11 degrés également à Bastia. Lundi, de très belles éclaircies sur la majeure partie du pays, mais on conserve encore dans ce flux d'est ces entrées maritimes portées par ce vent d'OTAN qui soufflera encore assez fort sur le Languedoc-Roussillon. Toujours des pluies. Mardi, belle amélioration malgré tout
On conservera encore quelques précipitations du golfe du Lion jusque sur la chaîne pyrénéenne. Ailleurs, vous le voyez, c'est le soleil qui va dominer. Cette semaine s'annonce printanière avec ce soleil qui va vraiment s'imposer sur la majeure partie du pays, voire sur tout le pays. Quelques bourgeonnements nuageux sur le sud-ouest, puis des températures extrêmement agréables. On sera au-dessus des normales de saison avec ces valeurs tout à fait printanières. Ce sera un petit peu plus voilé pour vendredi sur les régions du sud une nouvelle fois, mais le soleil se maintiendra largement au nord. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, Ocnoplast. La France dans les yeux. Marine Le Pen face aux Français. C'est à Hénin-Beaumont, sa ville de cœur, que je reçois Marine Le Pen. Et c'est vous qui allez l'interpeller. Comment vous protéger des conséquences de la guerre en Ukraine? Comment limiter les prix de l'énergie? Et comment assurer votre sécurité? La France dans les yeux. Le second tour peut-il échapper à Marine Le Pen? Saura-t-elle vous convaincre? La France dans les yeux, présentée par Bruce Toussaint. L'émission présidentielle de BFM TV qui vous donne la parole. Mardi 22 mars à 20h50, en direct sur BFM TV. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 70 ans d'expérience au service des clients pros. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice à l'Orange Vélodrome ce dimanche. Seulement sur Prime Video. L'élégance et la polyvalence d'un crossover. L'âme de notre roadster. Nouveau Mazda CX-5. Le plaisir de conduire. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis. Rien de compliqué. Vous allez sur le site comej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur comej'aime.fr. comej'aime.fr. Les gens parfaits ont des dents parfaites, des corps parfaits et des enfants parfaits. Le seul problème des gens parfaits, c'est qu'ils n'existent pas. Et c'est pour ça que nos SUV existent. Découvrez toute notre gamme de SUV en concession et profitez en ce moment du T-Cross à partir de 209 € par mois. Volkswagen. Pour toi, la débordée, qui a toujours 1000 choses à faire dans la journée. Oui, pour toi qui pensais que gérer la santé de ton chien était compliqué. Eh bien pour toi, il y a Santévet, l'assurance santé animale qui rembourse les frais vétérinaires. Santévet, ensemble prenons soin de votre animal. 79%, c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. 79% qui sont à la pointe du recyclage. 79% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. L'Express, s'informer pour réussir.
Voici la Peugeot i208 100% électrique, avec projecteur full LED, iCockpit 3D, jusqu'à 362 km d'autonomie, et le tout nouveau FBIS R. Faire bonne impression sur Richard. Adoptez la conduite parfaite avec la i208 et faites plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Le FBIS R peut déclencher des selfies en série. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. 24e jour de guerre en Ukraine. Les combats et bombardements se poursuivent. Un site militaire a été pris pour cible à Mykolaïv. Il y a des dizaines de morts parmi les soldats. Nous en parlerons dans un instant avec le général Pelistrandi. Vous entendrez également ces conversations entre soldats russes engagés en Ukraine et leurs proches, diffusées à la télévision. Morale au plus bas, mais aussi atrocité de la guerre. Dominique Marie décryptera pour nous ce document dans un instant. L'armée russe affirme par ailleurs avoir utilisé des missiles hypersoniques pour frapper des infrastructures militaires ukrainiennes dans l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui. Que sont ces armes? Faut-il les craindre? On en parle avec nos invités dans ce journal. 24e jour de guerre en Ukraine. On va commencer par cette information du jour. Un site militaire a été dévasté à Mykolaïv. Vous le voyez dans le sud du pays. L'attaque a fait des dizaines de morts. Thomas Joubert et Thibault Lacou. Le mince espoir de retrouver des survivants. Ces sauveteurs sont à la recherche d'éventuels rescapés sous les décombres, alors qu'il ne reste quasiment plus rien de cette caserne militaire détruite par des frappes russes hier. À l'intérieur se trouvaient 200 jeunes soldats qui étaient en train de dormir au moment de l'attaque, selon l'armée ukrainienne. Après plusieurs heures de recherche sous les gravats, les sauveteurs parviennent à extraire un soldat sérieusement blessé, mais encore en vie. L'attaque aurait fait des dizaines de morts, mais les autorités locales n'ont pas encore pu établir un bilan exact. Hier, ces monstres ont tiré sur les soldats. Je ne peux pas donner de chiffres car j'attends les chiffres officiels. Nous avançons avec beaucoup de prudence. Hier, ils ont tiré sur les villages. Ils tirent sur des gens qui dorment. C'est comme ça. C'est la guerre. Depuis plusieurs jours, Mykolaïv subit de violents combats et bombardements, car la ville est stratégique pour l'armée russe. Située à 130 km d'Odessa, elle est le dernier verrou avant d'atteindre la grande cité portuaire. À Odessa, les combats se rapprochent. Le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit des centres radio et de renseignement à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Un centre-ville désormais entièrement barricadé. Nous construisons des barricades. Nous avons fabriqué des obstacles anti-chars pour fortifier la ville. Des plans sont élaborés pour nous défendre. Odessa est transformée en forteresse inattaquable. Certains habitants préfèrent quitter la ville avant l'arrivée des troupes russes. D'autres continuent de vivre normalement en attendant les combats. Viser des sites militaires, c'est une stratégie très claire des Russes, d'autant que Mykolaïv est sur la route d'Odessa, l'une des villes stratégiques des forces russes. Écoutez l'analyse du général Jérôme Pelistrandi, consultant militaire BFM TV. Frapper une caserne, c'est quand même assez logique. Ça ne peut pas être un crime de guerre, c'est la guerre. Maintenant, on peut effectivement s'interroger sur pourquoi une concentration aussi forte de soldats dans une enceinte militaire. Les Russes, ils le savent, ils l'ont repéré. Donc voilà, il y a peut-être aussi de la part des Ukrainiens eu beaucoup d'imprudence. Quand vous êtes en guerre, l'une des premières règles, c'est de disperser vos forces et faire dormir 200 soldats au même endroit. Bon, c'est une prise de risque et qui, hélas, s'est révélée dramatique. Cette guerre, c'est aussi celle de soldats russes et ukrainiens confrontés au pire. Nous avons pu nous procurer des conversations entre des soldats russes engagés en Ukraine et leurs proches. Cela a été diffusé par la télévision ukrainienne. Il faut rester très prudent sur ce document. On va en parler dans un instant avec Dominique Marie. Mais d'abord, que peut-on entendre dans ces échanges? Écoutez. J'ai un ami, il me dit, tiens, regarde, je conduis le tank directement dans la cour d'une maison, je défonce cette putain de porte. Lui, il a tiré sur tout le monde, les a violés, il m'a dit.
Il a mangé, bu et c'est tout. Et il me dit qu'il recevra une médaille pour ça. Tout le temps comme ça. Et j'espère que tu n'as violé personne, sinon je te tue. Tu comprends ça? C'est une super stratégie, n'empêche. Il me dit que si c'est tout le temps comme ça, il se battra toute sa vie. Un drôle de type. Dominique Marie, journaliste politique international de BFM TV. D'où viennent ces enregistrements qu'on vient d'entendre? Alors tout d'abord, c'est vrai que si ces enregistrements sont avérés, ils sont évidemment terribles. Alors qui les diffuse? D'abord, c'est une chaîne d'information ukrainienne qui a pignon sur rue, qui en est la source, les services de renseignement ukrainiens. Alors évidemment, quand on est journaliste, notre métier c'est de douter de tout vérifier, d'avoir aussi plusieurs sources, évidemment, pour confirmer ces informations. Évidemment, sur un terrain de guerre, c'est compliqué de recueillir des témoignages pour vérifier tout ça. On doit évidemment être prudent également avec notre tropisme d'occidentaux, volontiers pro-ukrainiens, même si évidemment notre honneur et notre métier, c'est de rester équilibrés et impartiaux vis-à-vis de tous les belligérants. Cela dit, il y a des éléments qui permettent peut-être d'accréditer ces allégations qui sont diffusées, ces crimes d'une rare sauvagerie qu'on entend. Les Ukrainiens disposent de moyens d'écoute assez sophistiqués qui leur ont été livrés par les Américains avant le début de cette invasion, qui leur permet vraiment d'écouter assez facilement les échanges à la fois téléphoniques, mais aussi des conversations militaires des Russes. On sait aussi, et on le montre tous les jours, que les Russes frappent très facilement et au quotidien des zones où il n'y a que des civils, dans un pays, rappelons-le, où tous les hommes valides ont été appelés sous les drapeaux et où les Russes, sans doute chauffés à blanc aussi par les pertes importantes qu'ils subissent, de voir leurs camarades qui tombent, ne font plus finalement, ou beaucoup moins, le distinguo entre un civil désarmé et puis quelqu'un qui peut devenir potentiellement dangereux, un résistant. Des témoignages, c'est vrai, ont également émergé depuis le début de ce conflit sur des viols. Il y a des députés ukrainiennes d'ailleurs qui sont allés rencontrer Boris Johnson il y a peu de temps pour évoquer tout ça devant lui, le Premier ministre britannique. Des ONG ont recueilli aussi un certain nombre de témoignages qui leur remontent. Ça n'a pas pu être vérifié, mais il y a ces témoignages, c'est vrai. Et on comprend que c'est difficile de vérifier. Je vous ai expliqué plus tôt pourquoi. En guerre, c'est compliqué. La guerre, finalement, sans victime, ça n'existe pas. Les frappes chirurgicales, c'est une fable, bien entendu. La guerre, c'est des sangs et des larmes, pour paraphraser Churchill. Et on sait aussi que lors des précédents conflits, je pense notamment à la Bosnie, je pense notamment au Rwanda, il y a eu comme ça des atrocités, bien sûr, commises par les armées, des viols également. Il faudrait savoir, en fait, si ces atrocités qui sont dénoncées sont le fait de soldats ivres de barbarie ou bien s'il s'agit d'une politique vraiment de l'armée russe, auquel cas, évidemment, il y aurait enquête à mener pour le savoir. Parmi les victimes, il y a des enfants. Autre échange accablant qu'on voulait vous faire écouter également, qui mentionne la mort de ces enfants dans la bouche de ces militaires russes. Écoutez. Et là, on vous dit de viser la population civile? Mais on s'en fout, Léa. Le commandant m'a donné le feu vert pour tirer. Il y a une trappe. Il dit d'ouvrir la trappe et de tirer. Peu importe ce que disent leurs pancartes là-bas. Des enfants, pas des enfants. Tue-les tous, il dit. Hier, les gars sont allés au quartier général de la division et nous sommes allés dans les bois. Il y avait là un tas de cadavres en civil, avec des sacs sur la tête. C'était des Ukrainiens? Oui. Dominique Marie, on revient sur cet autre extrait de ces conversations entre soldats russes et leurs proches, donc, et qui décrivent ces atrocités. Oui, c'est des scènes terribles. Ça rappelle effectivement la guerre de Bosnie, de l'ex-Yougoslavie, qui avait fait des centaines et des centaines, des milliers de morts. C'était absolument terrible. L'OTAN, d'ailleurs, vous en souvenez, avait fini par intervenir. Il y avait eu cette scène terrible d'un marché qui avait été bombardé, qui avait touché, je crois, il y avait eu 60 morts sur un marché de Sarajevo. L'OTAN avait décrété devant les belligérants de ne plus utiliser d'armes lourdes et en tout cas de canons à proximité de cette ville. Et puis il y a eu encore un bombardement sur un marché, il y a eu 30 morts. Et là, l'OTAN a décidé d'intervenir. Mais évidemment, vous comprenez bien que la Serbie, c'est pas la Russie. La Serbie n'a pas la bombe nucléaire. Il est peu probable que l'OTAN intervienne malgré ces crimes de guerre, qui, rappelons-le, pour l'instant, ne sont pas encore complètement... les crimes de guerre en tant que tels sont documentés, puisqu'on bombarde, on l'a dit, des populations civiles, des immeubles, des cibles indéterminées. Quant à ce qui est allégué, effectivement, dans ces échanges, pour l'instant, écoutez, tout ça reste à prendre avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas encore authentifié, même si c'est vrai, plusieurs experts que nous avons pu contacter semblent accréditer la thèse de la véracité de ces documents. Merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces précisions. Ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant que cette guerre a commencé. Avec cette question, y a-t-il eu une rupture ce samedi dans les attaques russes? La Russie prétend avoir envoyé des missiles hypersoniques sur un dépôt de munitions dans l'ouest de l'Ukraine. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Thibaut Grosse. C'est un tournant technologique dans la guerre en Ukraine. Le Kinyal, le poignard en russe.
Un missile hypersonique, visible ici, sur le ventre de ces avions de guerre. C'est une arme que Moscou a annoncé avoir utilisée cette nuit, pour la première fois depuis le début du conflit. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions ukrainiennes dans la localité de Deliatine. Deliatine, une petite ville ukrainienne de 8000 habitants dans l'ouest du pays, dans une région pourtant éloignée du front. Une cible idéale pour ces missiles, justement conçue pour mener des attaques précises sur des longues distances. Comme son nom l'indique, c'est un missile qui va très vite, concrètement qui va au-delà de Mach 5, qui va au-delà de 6000 km/h. Ils mettent quelques minutes simplement pour atteindre leur cible. Ils sont par ailleurs manœuvrables, ils sont précis, puissants et presque impossibles à arrêter. Moscou a testé ces missiles en 2018, comme le montrent ces images. Mais leur quantité serait encore très limitée. Outre la Russie, seules la Chine et la Corée du Nord disposent de missiles hypersoniques dans leur arsenal. De leur côté, les États-Unis viennent d'investir plus de 700 milliards de dollars pour développer cette technologie. Mykolaïv est sur la route d'Odessa, qui est l'une des cibles des forces russes. Oui, et de frapper une caserne, c'est quand même assez logique. Ça ne peut pas être un crime de guerre, c'est la guerre. Maintenant, on peut effectivement s'interroger sur pourquoi une concentration aussi forte de soldats dans une enceinte militaire. Les Russes, ils le savent, ils l'ont repéré. Donc voilà, il y a peut-être aussi de la part des Ukrainiens eu beaucoup d'imprudence. Quand vous êtes en guerre, l'une des premières règles, c'est de disperser vos forces et faire dormir 200 soldats au même endroit. Bon, c'est une prise de risque et qui, hélas, s'est révélée dramatique. Et puis les regards se tournent aussi vers Mariupol, une ville au cœur du chaos, éventrée par les bombes au milieu des ruines. Les combats là-bas ont lieu en plein cœur de la ville portuaire. Pour l'un des conseillers du président Zelensky, il n'y a plus rien à faire militairement pour Mariupol. On a effectué plusieurs tentatives de soutien aérien à Mariupol et elles n'ont pas réussi. C'est pourquoi il n'existe actuellement aucune solution militaire à Mariupol. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion des militaires. À Kiev, c'est le spectre d'une guerre longue qui se dessine. La capitale ukrainienne continue d'être régulièrement prise pour cible. Mais la défense antiaérienne semble bien fonctionner selon l'armée ukrainienne. Maxime Brandstetter est l'un des envoyés spéciaux de BFM TV sur place. Oui, bientôt 7 jours que la capitale Kiev est régulièrement bombardée, mais il y a une précision importante à faire, c'est que l'armée ukrainienne nous assure que la défense antiaérienne fonctionne très bien. Comment elle fonctionne ? Eh bien en fait, quand un missile ou une roquette est tiré en direction de la capitale, elle l'intercepte, elle tire dessus et le fait exploser en l'air, mais parfois tout le missile n'explose pas. Il reste des débris et parfois même des charges actives qui retombent sur le sol et elles explosent au moment où elles touchent le sol. C'est une précision importante à faire car vous avez vu sur notre antenne des images impressionnantes de dégâts, des entrepôts incendiés, des façades de bâtiments soufflés. Eh bien, il faut vous dire que cela n'a été causé seulement par une petite charge du missile qui a causé ces dégâts et ça vous laisse imaginer l'immensité des dégâts que pourrait faire un missile entier qui tombe sur la capitale. Voilà pour les précisions de Maxime Brandstetter à Kiev avec Lenaïk Gueriek. L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko était l'invité de BFM TV à la mi-journée. Et sur notre antenne, il a invité Emmanuel Macron à venir à Kiev. Ce qui dépend d'Emmanuel Macron, c'est l'accélération de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Ukraine a passé l'épreuve la plus dure par rapport à sa volonté de devenir membre de la famille européenne. Emmanuel, nous attendons donc une aide sur ce point. J'invite également Emmanuel Macron à venir à Kiev. Ce serait le symbole pour prouver que la France et l'Union européenne n'abandonnent pas l'Ukraine. Petro Poroshenko qui a dit qu'il soutenait son successeur Volodymyr Zelensky, qui a lui lancé un appel à Moscou hier soir dans les rues de Kiev. Le président ukrainien qui appelle la Russie à discuter sérieusement de la paix et de la sécurité, et ce afin, je cite, d'éviter des pertes sur plusieurs générations. Écoutez. Seules des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine permettront à la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs. Il est temps de nous réunir, il est temps de discuter, il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine.
Autrement, les pertes pour la Russie seront telles qu'il faudra plusieurs générations pour qu'elle s'en remette. Alors que penser de ces déclarations du président Zelensky et est-ce qu'on peut discuter avec Vladimir Poutine? Écoutez la réponse de Frédéric Charillon, professeur de relations internationales. La difficulté, c'est de savoir si Vladimir Poutine a envie de discuter sérieusement ou s'il essaie de gagner du temps. Et pour le moment, on n'en a aucune idée. Comme toujours, comme depuis très très longtemps d'ailleurs, c'est très difficile de savoir ce qui se passe à Moscou. Il y a deux logiques là qui s'affrontent. Il y a une logique effectivement d'épuisement. Des deux côtés. Les troupes russes aussi ont subi beaucoup de dommages et puis surtout l'économie russe est soumise à des sanctions et l'Ukraine évidemment est sous les bombes. Donc des deux côtés on est épuisés. Ça pourrait évidemment ouvrir la voie à une discussion maintenant plus sérieuse. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a une logique autoritaire très forte en Russie qui s'est engagée dans une voie où on ne voit pas très bien comment Vladimir Poutine pourrait revenir en arrière. Il fait monter la pression. On a vu à votre antenne hier ce meeting géant qu'il avait tenu pour galvaniser ses troupes. Et donc, il ne donne pas l'impression de vouloir négocier. Alors, il faudrait lui trouver une porte de sortie pour qu'il puisse négocier très sérieusement. Il faudrait à la fois une pression très forte et une porte de sortie. La pression très forte, elle est économique et diplomatique. On le voit, là, la Russie et surtout la population russe subit beaucoup de dégâts économiques dans cette affaire. Il faudrait encore trouver la porte de sortie. Et justement, quel scénario vous voyez, vous? Qu'est-ce qui pourrait se profiler? Qu'est-ce qui reste encore comme outil en possession des Occidentaux pour pouvoir mettre suffisamment la pression pour faire arrêter ce conflit? Les outils, on les connaît, c'est-à-dire que maintenant on utilise de façon croissante les sanctions économiques. Si on veut passer à autre chose, il va falloir effectivement augmenter l'aide militaire et s'engager de plus en plus et s'approcher donc de plus en plus dangereusement de la ligne qui sépare la situation actuelle d'une sorte de co-belligérance ou de ce qui serait perçu comme tel par Moscou. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter à tout prix. Donc accroître les pressions économiques, mais alors surtout, sur quoi peut-on discuter? Il y a la question territoriale. C'est-à-dire, est-ce qu'on discute sur la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, qui date de 2014? Est-ce qu'on discute uniquement du statut des républiques du Donbass ou de l'Est du pays? Il semble qu'on ait vraiment dépassé maintenant ce stade. Est-ce qu'on discute de l'ensemble, du statut de l'ensemble de l'Ukraine, c'est-à-dire cette fameuse neutralisation de l'Ukraine dont il est question maintenant depuis plusieurs semaines? Et après, quand bien même on arriverait à discuter là-dessus, quid de l'avenir du président Zelensky. Bon, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'ensemble de l'Ukraine est perdu sur le plan de la confiance pour la Russie. C'est allé trop loin. On n'imagine pas aujourd'hui un gouvernement à la tête de Kiev qui serait pro-russe tenir très longtemps avec la population qui ne l'accepterait pas. Donc il faudrait à la fois un statut de l'Ukraine qui aille vers une sorte de neutralité, c'est-à-dire admettre que ça ne sera pas un pays qui ira dans l'OTAN. Il faudrait à la fois peut-être discuter sur la Crimée et en même temps il faudrait que la Russie accepte le maintien de ce gouvernement-là au pouvoir, ce qui est de son point de vue pas tout à fait acceptable étant donné la rhétorique russe qui ne cesse de répéter et ce sont des nazis, etc. Donc c'est compliqué. Et face à cette guerre, des sportifs ukrainiens ont choisi de prendre les armes, un engagement parfois au péril de leur vie. En Russie, certains sportifs se sont eux exprimés en faveur de la paix. Camille Plaisant. Depuis le début de l'invasion russe, ce tennisman mondialement connu a laissé de côté ses raquettes pour rejoindre l'armée ukrainienne. Sportif professionnel, il patrouille désormais tous les jours dans Kiev avec son treillis et sa Kalachnikov. Je ne peux pas dire que je me sens à l'aise avec un fusil. Je ne sais pas comment je vais réagir en tirant sur quelqu'un, mais on n'a pas le choix. En vacances la veille de l'invasion russe, Sergei Stavkovski est rentré d'urgence pour se battre contre l'armée de Vladimir Poutine, laissant femme et enfants à la maison. Mes enfants ne savent pas que je suis ici. Ma femme était vraiment bouleversée. Elle savait, elle comprenait, mais elle était vraiment bouleversée parce que pour elle, laisser les enfants n'est pas quelque chose d'envisageable. D'autres grandes figures sportives ukrainiennes ont elles aussi rejoint les rangs de l'armée nationale. Sur Instagram, ce biathlète poste une photo de lui, casque sur la tête, en tenue de combat. Partir au front, au péril de leur vie depuis le début de l'invasion, plusieurs sportifs ont succombé aux attaques russes. Ce biathlète de 19 ans est mort dans les ruines de Kharkiv. Un engagement contre cette guerre qui dépasse les frontières ukrainiennes. En Russie, Alex Ovechkin et Daniil Medvedev, grandes stars dans leur pays, ont pris position en faveur de la paix. Des joueurs qui encourent plusieurs risques, notamment celui de se faire bannir des clubs nationaux russes.
On en vient à présent au sort de ces réfugiés. 3,2 millions ont quitté l'Ukraine depuis le début de ce conflit. Certains sont arrivés en France. Alors comment s'organise l'aide pour l'Ukraine? Écoutez les précisions de Frédéric Joly du Comité international de la Croix-Rouge. La situation est très volatile, ça dépend d'où on parle. Si on parle de Mariupol, la situation demeure toujours aussi catastrophique pour des centaines de milliers de personnes qui demeurent piégées dans les combats. Mais la véritable problématique est que le fait que l'accès inconditionnel à l'humanitaire ou l'espace humanitaire étant si peu ou si mal respecté par les belligérants fait que des gens se retrouvent à souffrir uniquement de pénurie, à vivre dans la terreur, n'a plus accès aux soins, n'a plus accès à l'eau, n'a plus accès à la nourriture. Et parmi les réfugiés qui sont partis d'Ukraine, 2 millions sont arrivés en Pologne. Ces réfugiés arrivent toujours avec désormais un horizon un peu plus clair. Angie Loata est à Medica, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Oui, c'est ce qui a changé déjà en termes d'organisation par rapport à ce qu'il se passait à l'origine. Vous le saviez, il y avait énormément de gens qui arrivaient notamment en voiture et qui ne savaient pas exactement où ils allaient aller. Désormais, c'est un peu plus clair. Il y a le bus derrière nous ici qui amène à la première ville derrière le poste frontière de Medica et ensuite les gens donc qui se dispatchent dans les différentes villes de Pologne et également partout en Europe. On est avec Léna. Léna, vous êtes mère célibataire. Vous avez fait le voyage avec d'autres habitants de Kiev. Vous avez pris la décision de partir lorsque votre fils, Vlad, qui est à côté de moi, a été effrayé par les bombardements. Ensuite, vous avez d'abord envisagé de rester en Ukraine de l'Ouest. Et puis finalement, vous vous êtes dit non, je vais passer la frontière et aller en Allemagne. Pourquoi ce choix? Мы уехали с Западной Украины, так как у нас и подруга у меня есть, в Германии она позвала, и финансово мы не потянули, потому что намного подорожало. On a décidé de venir d'abord en Ukraine de l'Ouest, mais finalement c'était trop cher, on n'arrivait pas à se débrouiller financièrement, donc nous avons pris la décision d'aller en Allemagne. Alexandra qui travaille avec nous pour la traduction. Léna, on vous a prévenu qu'on allait vous poser également cette deuxième question. Vous allez en Allemagne, l'objectif c'est quoi? C'est rapidement de pouvoir retrouver du travail, vous travaillez dans l'informatique et de scolariser Vlad. Je voudrais que mon enfant aille à l'école, c'est l'essentiel, parce que pour l'instant, nos écoles en Ukraine sont fermées. Et le travail également? Ваша работа? Кем я работаю? Да, чтобы начать работать. Чтобы тоже работать, потому что не просто так сидеть, едешь, не привык сидеть, и чтобы ребенок учился. Je n'ai pas l'habitude de rester assise, je vais travailler, c'est l'essentiel. Un plan donc, un horizon pour l'Allemagne et également un petit bout de la maison qui a été amené avec cette plante qui a été emportée lorsqu'elle a quitté son appartement par Léna. Elle a tenu à prendre cette petite plante en plus des différentes affaires, l'essentiel mais également un petit bout de la maison. Ça fait partie des choses que l'on croise régulièrement sur ces postes frontières où des milliers de réfugiés arrivent encore chaque jour. Et chez nous, en France, des manifestations en soutien à l'Ukraine ont de nouveau lieu aujourd'hui. Regardez notamment ces images de ce rassemblement à Paris, place de la République, avec toujours ces drapeaux bleus et jaunes en soutien au peuple ukrainien affecté par cette guerre qui dure depuis 24 jours désormais. Restez avec nous sur BFM TV. Nous allons continuer à en parler de cette guerre, 24e jour de conflit. Un bombardement sur un site militaire à Mykolaïv, dans le sud du pays, a fait des dizaines de morts. Nous y reviendrons dans un instant. Ainsi que sur cette information donnée par la Russie qui prétend avoir envoyé des missiles hypersoniques sur un dépôt de munitions dans l'ouest de l'Ukraine. A tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Suivez l'écho du week-end avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux professionnels pour simplifier leur gestion administrative. Avec Red, facile de profiter. Monsieur de la caisse numéro 2 est prié de déposer ses articles. Merci. Le plus dur, c'est de s'arrêter. La fibre, 23 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair.
L'Express. S'informer pour réussir. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Et voici Patrick et Blandine après 4 mois de programme. Le plus valorisant, c'est quand on refait un trou dans sa ceinture. C'est vrai, j'avoue. Alors vous aussi, perdez du poids. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagne et tout ça livré directement chez vous. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Total se transforme et devient Total Énergie. Parce qu'on aura toujours envie de partir en vacances. Parce qu'on aura toujours envie d'être à l'aise chez soi. Et qu'il faudra toujours contribuer à préserver la planète. Parce qu'on voudra toujours être à l'heure au rendez-vous. Et nager dans le bonheur entre 35 et 37 degrés. Bref, parce que l'énergie c'est la vie, Total Énergie vous apporte aujourd'hui et demain l'énergie dont vous avez besoin. Autohéros, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes contrôlées et entièrement révisées par nos experts. Avec Autohéros, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Trouvez la vôtre maintenant sur Autohéros. Vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul. Découvrez Hello Business, l'offre Hello Bank pour les indépendants. Avec Hello Business et votre compte pro, encaissez vos chèques et espèces sans frais. Hello Bank par BNP Paribas. Monsieur Martin a trouvé la voiture de ses rêves. Une affaire en or. Oui, mais voilà. Madame Martin lui rappelle qu'il faut d'abord réussir à vendre vite leur ancienne voiture. Facile, lui dit Monsieur Martin. Sur mavoiturecash.fr, l'estimation en ligne est gratuite et un professionnel rachète immédiatement notre véhicule. Trop fort, se dit Madame Martin. Mavoiturecash.fr, estimez, vendez, profitez. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro, toujours là pour moi. Je préfère la MAF. Je dors. Matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. Chez JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, nous pensons que chaque entreprise est amenée à repenser ses espaces de travail, au bureau ou à la maison. Réaménager les locaux, protéger les personnes ou s'équiper pour le télétravail, toutes les solutions sont sur jpg.fr. Vers de nouveaux espaces de travail avec jpg.fr. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. Le programme pour ces prochains jours est plutôt réjouissant avec un bel anticyclone, puissant anticyclone qui va bien nous protéger. Alors déjà, bien ce samedi, c'est très agréable sur de nombreuses régions, notamment au nord avec de très larges éclaircies. Et pour la journée de demain, on va conserver en matinée alors quelques éclaircies du Cotentin jusqu'aux frontières du nord. En revanche, on a cette bande nuageuse qui va s'étendre du nord de la Bretagne jusque sur l'Alsace, la Lorraine, descendre jusque sur le nord du Massif central. On aura également quelques précipitations soutenues même sur les Cévennes dans ce flux d'est. On a encore ces entrées maritimes qui remontent donc de Méditerranée. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé. Un ciel également agité sur la Corse. Demain après-midi, ça va s'ennuager le plus souvent. On conservera de belles éclaircies sur le sud-ouest, sur l'est, mais toujours ces entrées maritimes. Donc ces pluies continuent toujours sur les Cévennes. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs comprises entre 0 et 9 degrés sur le sud du pays. 3 degrés, ce sera à Paris. Et dans l'après-midi,
Le mercure affichera des valeurs comprises entre 11 degrés à Lille et 19 degrés sur la côte aquitaine. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. 16h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, la suite de notre édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, jour 24. Des dizaines de personnes ont perdu la vie à Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine après le bombardement d'une caserne militaire. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Quentin Bollier et Fanny Morel dans un instant. L'inquiétude également à Marioupol, une ville éventrée par les bombes au milieu des ruines. Les combats font rage pour le contrôle de la ville. L'armée russe affirme avoir réussi à pénétrer dans Marioupol. L'armée russe qui prétend également avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire des infrastructures militaires ukrainiennes dans l'ouest du pays aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Faut-il s'en inquiéter? Et est-ce un tournant technologique du conflit? Les explications de notre journaliste politique international Dominique Marie dans un instant. 24e jour de guerre en Ukraine et on prend la direction du sud du pays tout d'abord où des opérations de sauvetage se poursuivent à Mykolaïv après que les autorités russes ont rapporté la mort de dizaines de personnes à la suite d'une frappe contre une caserne ukrainienne. Les détails de nos envoyés spéciaux Quentin Bollier et Fanny Morel à Mykolaïv. Oui, exactement. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours et des opérations à la fois de sauvetage pour essayer de sortir des rescapés et aussi opérations de police scientifique, pourrait-on dire, de la part des enquêteurs sur place pour savoir ce qui a pu provoquer ce fort bombardement. Ce que disent les seules informations pour l'instant dont on dispose, parce que l'armée ukrainienne ne souhaite pas donner trop d'informations sur ce qui s'est passé. Ce qu'on sait de sources sûres, c'est que hier matin, très tôt, vers 5h du matin, a priori, un ou plusieurs missiles ont touché un bâtiment à l'intérieur ou à proximité d'une base militaire dans lequel dormaient visiblement entre 100 et 200 soldats ukrainiens. Il y aurait de nombreuses victimes. Le bilan ici, et on parle soit de 40 à maximum 80 morts. Voilà le bilan dont parlent certains témoins sur place, mais aucune confirmation officielle de la part des autorités. On a pu nous joindre notamment un chirurgien à l'hôpital qui a dit que la situation était absolument catastrophique et que les patients étaient arrivés hier par dizaines, mais l'information est toujours très difficile à vérifier parce qu'ici l'armée ukrainienne ne souhaite évidemment pas s'étendre sur les pertes qu'elle subit, sur les déconvenues qu'elle peut avoir et effectivement ce qui se passe, la situation dans Mykolaïv est un petit peu paradoxale. On a entendu tout à l'heure dans l'heure précédente de nombreux départs d'artillerie de la part de l'armée ukrainienne avec de lourdes explosions et en même temps le front a plutôt reculé ces derniers jours. Les soldats se battent maintenant plutôt à 15-30 km à l'extérieur de la ville et ce qu'ils expliquent, les soldats qu'on a pu aller voir ce matin sur le front, c'est que finalement, comme militairement ça ne bouge pas beaucoup sur le front, eh bien la Russie attaque à longue distance via des tirs de missiles et de roquettes. Et ce que cherche aussi à faire l'armée ukrainienne, c'est à savoir si ce bombardement, qui a fait donc des dizaines de morts a priori à proximité ou sur une base militaire, si ce bombardement est dû à un acte d'espionnage, une information qui aurait pu être donnée dans la ville en interne, une information selon laquelle donc ces soldats se trouvaient par dizaines sur cette base touchée hier matin par un bombardement. Alors que sait-on de ce site militaire frappé à Mykolaïv? Les explications et les précisions de Dominique Marie, notre journaliste politique international. C'est un site effectivement qui se situe quasiment au centre de cette ville, Mykolaïv, ville importante, ville de garnison, ville qui a à peu près 400 000 habitants, en tout cas avant l'invasion russe, ville aussi qui servait de base pour ce qu'il restait de la marine de l'Ukraine. C'est une ville donc importante. Et ville qui est sous état de siège quasiment depuis maintenant une dizaine de jours, qui est régulièrement bombardée avec beaucoup de pertes, notamment côté civil. Et puis donc, effectivement, ces roquettes qui ont été tirées de manière assez précise, on va le voir, voilà, vers cette base qui se situe ici, dans la nuit ou au petit matin, base qui accueillait près de 500 militaires, de jeunes militaires, nous dit-on, qui étaient effectivement dans cette caserne. Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une caserne, c'est des bâtiments avec des lits un peu partout alignés, et puis évidemment beaucoup de monde dedans. Les images qu'on a vues sont terribles. Et encore, on les a expurgées parce qu'on voit des corps, des bras, des jambes qui sortent de ces gravats et on voit effectivement les Ukrainiens qui tentent de dégager tous ces hommes. Alors tout ça fait suite aussi, et c'est peut-être pas complètement anecdotique, à une contre-offensive qui a été menée ces dernières 24-48 heures par l'armée à Mykolaïv. Ils ont repris du terrain face aux Russes, qu'ils ont repoussé à mi-chemin entre Mykolaïv et Kherson, cette ville qui est aux mains des Russes. Et c'est peut-être finalement la réponse des Russes aujourd'hui qui, au-delà des objectifs finalement civils, ou en tout cas le fait de bombarder
aveuglément la ville de Mykolaïv, ont aussi décidé de cibler des cibles militaires. Et ça, on ne peut pas considérer ça, c'est vrai, comme un crime de guerre. Et puis au sud-est de l'Ukraine, l'armée russe affirme, elle, être enfin entrée dans le centre de la ville de Mariupol. Cette ville est assiégée depuis plusieurs jours et des centaines de civils seraient toujours coincés sous les décombres de ce théâtre qui a été attaqué mercredi. Hier, le conseiller du président Zelensky a déclaré que Mariupol ne pourrait pas être récupéré militairement. Des mots terribles, mais 350 000 habitants resteraient pris au piège dans cette ville martyre. Guillaume Marquis, Elisa Tramin. Que reste-t-il de Mariupol ? Une ville fantôme, aux immeubles ravagés par les bombardements incessants. Les couleurs flamboyantes de ce centre commercial ont complètement disparu. Le paysage filmé par un drone est aujourd'hui noir et blanc. Certains habitants sortent de leurs abris pour constater les dégâts, mais à chaque coin de rue, ils risquent leur vie. Les logements sont inhabitables, alors ils sont des centaines à tenter de quitter la ville. Sur ces images satellites, on aperçoit une file de voitures. Devant les décombres d'un quartier, ce soldat interpelle les présidents américains et français. Sauvez la population civile. Des enfants, des personnes âgées meurent. La ville est détruite et elle est balayée de la surface de la terre. Ou peut-être vous voulez un nouvel Alep ? Eh bien regardez, vous l'avez presque. S'il vous plaît, offrez une défense aérienne à l'Ukraine. L'armée russe et ses alliés séparatistes affirment contrôler 90% du centre-ville de Mariupol. Ce conseiller du président Zelensky est très pessimiste quant à l'avenir de la ville. On a effectué plusieurs tentatives de soutien aérien à Mariupol et elles n'ont pas réussi. C'est pourquoi il n'existe actuellement aucune solution militaire à Mariupol. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion des militaires. Pendant ce temps, les soldats tchétchènes arrivant en renfort des unités russes se mettent en scène en train d'évacuer des habitants. Mais les affrontements s'intensifient. Des combats qui vont jusqu'au centre-ville, où des civils seraient toujours coincés sous les ruines du théâtre, bombardés mercredi. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement ukrainien. Plus de 130 personnes ont déjà pu s'en sortir. Certains sont sérieusement blessés. Mais pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a des morts. Un bombardement malgré la présence de grandes lettres blanches au sol qui indiquaient en russe que des enfants étaient à l'intérieur. Et peut-être un tournant dans ce conflit. L'armée russe annonce aujourd'hui avoir utilisé des missiles hypersoniques. Une première. Ces armes auraient servi à détruire des infrastructures militaires ukrainiennes dans l'ouest du pays. Écoutez le porte-parole du ministère russe de la Défense. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un entrepôt souterrain de missiles et de munitions ukrainiennes dans la localité de Deliatin. Dominique, que sont ces missiles hypersoniques et faut-il s'en inquiéter ? En fait, ce sont des armes sur lesquelles travaillent les grandes armées du monde depuis à peu près les années 70 et qu'au fond, les Russes sont les premiers à avoir dégainé d'abord en manœuvre et maintenant, on l'a vu a priori aussi sur le terrain face à l'Ukraine. Des missiles comme celui-ci, vous voyez, qui sont portés par un avion, un MiG en l'occurrence, qui vont très vite, 7400 km/h. Bon, Mach 6 jusqu'à Mach 10, vous le voyez, c'est des vitesses évidemment importantes et on comprend bien qu'à cette vitesse, il est compliqué pour la défense sol-air d'attaquer ces missiles et de les réduire en miettes avant qu'ils ne touchent leur cible. En plus, ils ont une autre capacité, ils ont cette capacité à changer de trajectoire très rapidement, ce qui les rend évidemment difficilement détectables et difficilement attaquables par la défense. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? C'est la deuxième question que vous me posez. Alors, je ne pense pas que dans ce conflit, ils soient utilisés de manière massive, ces missiles-là, parce qu'ils sont plutôt dédiés, en tout cas c'est comme ça, ils sont assez neufs, donc assez récents, on sent bien qu'ils vont plutôt être dédiés à frapper des centres de commandement, pour couper l'armée évidemment de son commandement, mais aussi peut-être à être utilisés plus tard contre des porte-avions, par exemple. Ça aussi, il serait très efficace contre ces porte-avions, mais l'Ukraine, elle n'en a pas de porte-avions, donc on voit que c'est plutôt une sorte de signal qui est envoyé à travers ces missiles. Et justement, quel message envoie la Russie avec l'emploi de ce nouveau type d'arme ? On voit que là, ils essayent de montrer peut-être un peu plus les muscles. Oui, c'est vrai, face à une opération militaire spéciale qui semble quelque part un peu piétinée, malgré le fait qu'elle soit assez dévastatrice, on vient d'en parler, qu'elle soit ravageuse également, eh bien les Russes sont sans doute à cœur de montrer que leur armée, même si elle est un peu patose, elle dispose de ces armes extrêmement puissantes, qui sont difficiles à contrecarrer. Et c'est peut-être au-delà du message d'orgueil, une manière de dire à l'Occident, attention, on a des armes extrêmement destructrices pour lesquelles vous ne pouvez pas vous défendre. On les a aperçus d'ailleurs, parce qu'on a parlé de ce missile qui est en fait une sorte de missile
missiles hypersoniques, mais il y en a d'autres beaucoup plus inquiétants. Celui qu'on a aperçu tout à l'heure et qu'on va revoir, c'est le missile Avant-Garde, qui lui en fait opère depuis l'espace, donc à plus de 100 km/h, donc à 100 km de distance de la surface de la Terre. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué de le contrecarrer, avec une vitesse assez impressionnante également, et une précision record. Évidemment, il y a aussi les Américains qui travaillent sur ce type d'arme, avec notamment un essai qui a été effectué il y a quelques années, un missile qui a été envoyé à 4000 km de distance et qui a touché sa cible à seulement quelques centimètres près. Une image à vous montrer à présent, image du jour du président Zelensky qui est à nouveau sur le terrain ce samedi. Regardez, il a remis à Kiev des médailles à des soldats ukrainiens pour les remercier, les féliciter de défendre l'Ukraine. Voilà le président Zelensky donc, qui communique, il est auprès de ses troupes. On le voit régulièrement de jour en jour. Et c'est dans ce contexte de guerre que 3 cosmonautes russes sont arrivés à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. Bonjour Marie-Ange Sangui, vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Ces cosmonautes russes, ils ont été accueillis par une équipe de 2 Russes, 4 Américains et un Allemand. On le voit sur ces images de la NASA, un accueil assez chaleureux malgré tout. Oui, tout à fait, et ça fait plaisir. Les astronautes et cosmonautes disent toujours « ce qui se passe en bas reste en bas » et nous, ici, nous travaillons pour la science et l'humanité. Et là, de les voir tous ensemble accueillir leurs compatriotes, leurs amis, puisqu'ils s'entraînent pendant des années ensemble, des mois et des années, là, ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire qu'il y a un conflit en bas, il y a des tensions en bas, mais là, ils accueillent leurs amis qui viennent, la relève, des 2 Russes et de l'Allemand qui vont redescendre à la fin du mois. Et c'est tout simplement extraordinaire. Marie-Ange Sangui, un mot sur la couleur de la tenue de ces cosmonautes qui a beaucoup fait réagir. On le voit, tenue jaune avec quelques touches de bleu. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une symbolique selon vous? Je pense que c'est un hasard. Il faut savoir que les 3 cosmonautes qui arrivent, d'abord c'est un équipage 100% russe, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, plus d'une vingtaine d'années. Ces 3 cosmonautes sont tous les 3 diplômés de l'université Bauman à Moscou, qui est une énorme université qui forme des ingénieurs. Et c'est la couleur de cette université, le jaune et le bleu. Il faut savoir que Oleg Artemiev, qui fait partie de cet équipage aujourd'hui, avait déjà porté cette combinaison jaune en 2014. Presque 8 ans jour pour jour, il est monté dans l'ISS et il avait cette même combinaison jaune. Donc, c'est un peu un hasard. Alors, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup parler parce que ça arrive à un moment donné un peu, on va dire, un peu étrange. Ah oui. Mais c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Brièvement, la semaine dernière, l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos avait demandé la levée des sanctions internationales contre la Russie sous peine de provoquer la chute de l'ISS. La menace, elle est évacuée malgré l'arrivée de ces 3 cosmonautes? On va dire qu'envoyer 3 cosmonautes pour faire retomber l'ISS comme ça, c'est pas une très bonne idée non plus. Honnêtement, je pense qu'on va continuer la station spatiale internationale à peu près normalement. D'abord, vous ne pouvez pas la faire redescendre brusquement. Ça n'est pas, vous savez, c'est pas un peu comme la voiture qu'on va jeter dans un mur. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un petit peu long quand même. Il faut le temps de la faire descendre suffisamment. Ensuite, éventuellement, la démonter pièce par pièce, et faire descendre les modules. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tout est imbriqué. Là, en l'occurrence, elle va continuer. On continue de la remonter. On continue d'envoyer des astronautes et des cosmonautes. On voit que la relève se poursuit et que les expériences et le travail va se poursuivre pour l'instant. Merci beaucoup Marie-Ange Sangui d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette guerre qui se poursuit sur Terre en Ukraine. 24e jour de conflit avec un bombardement qui a eu lieu sur un site militaire à Mykolaïv dans le sud du pays qui a fait des dizaines de morts. Et puis on reviendra aussi sur cette information donnée par la Russie qui prétend avoir envoyé des missiles hypersoniques dans l'ouest du pays. Sylvie, Cécile, ça fait plaisir de te voir. Ça fait très plaisir, tu veux dire. Non, mais... Ça fait combien de temps? Oui, attention. Merci à vous de prendre des nouvelles. J'ai aucune raison de faire mes... On pourrait rester des heures à vous écouter. Attends, mais il y a des coïncidences. C'est pas vrai, je plaisante. Ah, mais c'est complètement dingue. Oui, merci sincèrement à vous et à tous les autres d'acheter les produits Merci qui rémunèrent mieux les agriculteurs français.
Le mariage idéal de Cléa. Oh, mariage de princesse direct. La 5G pour que tout le monde partage mon bonheur. Et dire oui à l'homme que j'aime. Oui, on s'est rencontrés il y a une semaine. Mais j'ai pas dit que c'était toi. Ah. Tu parles français? Non? C'est pas grave. Partagez votre bonheur tous en même temps avec la 5G de SFR. SFR, enjoy. Vous voulez perdre vos kilos en trop? Alors faites comme j'aime. C'est moins de 5 € par repas. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Dans 2 minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. En plus, tous nos plats sont Nutri-Score A, sans colorant, sans conservateur et bien entendu fabriqués en France. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Autohéros, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Toutes nos voitures sont sélectionnées avec soin. Elles sont ensuite révisées et reconditionnées par nos experts. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Avec Autohéros, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. Trouvez la vôtre maintenant sur Autohéros. L'Express, s'informer pour réussir. Vous voulez perdre du poids? Eh bien avec Regimebox, c'est possible. Alors, allez sur regimebox.fr. Ensuite, c'est simple. Vous sélectionnez le programme le plus adapté à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une 50aine de recettes gourmandes et vous êtes livré directement chez vous. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. En plus, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur regimebox.fr. regimebox.fr. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice à l'Orange Vélodrome ce dimanche. Seulement sur Prime Video. À gauche, Bruno. Quand il fait ses courses, il est très conscient de l'impact écologique de ses choix. Sa mère est pareille. À droite, Bruno. Quand il fait ses courses, il mesure très bien l'impact économique de ses choix. Il tient ça de sa mère. Des valeurs fortes et des prix bas. U. Commerçant autrement. Retour de l'actualité en ce 24e jour de guerre en Ukraine et cette information du jour sur le front sud du pays. Un site militaire a été dévasté dans la ville de Mykolaïv. Le bilan s'annonce très lourd. Écoutez les dernières précisions du gouverneur de Mykolaïv. Hier, ces monstres ont tiré sur les soldats. Je ne peux pas donner de chiffres car j'attends les chiffres officiels. Concernant la situation militaire, nous essayons de réparer les dégâts dans les villages. Je ne veux pas trop commenter le bilan des pertes humaines. Ce n'est pas notre tactique. Nous avançons avec beaucoup de prudence. Hier, ils ont tiré sur les villages. Ils tirent sur des gens qui dorment. C'est comme ça. C'est la guerre. Une image également à vous montrer, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui a rendu visite ce samedi à des soldats ukrainiens, regardez, dans des tranchées à proximité de la capitale. C'est assez surréaliste de voir des images de tranchées en 2022 lors d'un conflit. Ces images donc, qui datent d'il y a quelques instants du maire de Kiev en visite aux troupes sur le terrain. La politique à présent en France, 22 jours seulement avant le premier tour de la présidentielle. Et la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, était en meeting à Vannes en Bretagne ce samedi. Alexis Cuvillier est sur place pour BFM TV aux côtés de Franck Louvrier, maire Les Républicains de la Baule, le conseiller de campagne de Valérie Pécresse. Bonjour Franck Louvrier, vous êtes en effet conseiller politique de Valérie Pécresse dans cette campagne. Une campagne qui est un peu reléguée au second plan par le contexte international très difficile en Ukraine, on en parlait à l'instant sur l'antenne de BFM TV. Comment vous percevez ça? Il faut faire campagne malgré tout? Bien sûr, parce que d'abord on travaille pour les 5 ans à venir. C'est pas uniquement pour le contexte dramatique que l'on vit en ce moment au niveau international. Donc il est essentiel de pouvoir faire des propositions dans tous les domaines, que ce soit le sujet du pouvoir d'achat, mais aussi
les sujets de la sécurité. Ce sont des sujets qui sont des préoccupations quotidiennes des Français que je pense que les Français ne veulent pas mettre entre parenthèses même pendant cette campagne. La candidate, elle était dans la région Occitanie hier, elle est en Bretagne aujourd'hui, elle se démultiplie sur le terrain. C'est la bonne méthode? Il faut faire cette campagne de terrain à tout prix? Vous savez, l'objectif d'une campagne, c'est de rencontrer les Français, c'est de faire des débats, c'est de rencontrer des Français, c'est d'avancer ses idées, de faire des propositions. Et c'est exactement ce que fait Valérie Pécresse depuis plusieurs semaines maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soir où elle n'est pas en France auprès des Français pour déployer l'ensemble des éléments qu'elle a pu travailler depuis ces dernières années. Donc c'est vraiment pour elle un enjeu majeur, cette rencontre permanente avec les Français. Comme on dit souvent, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les Français. C'est un parcours assez solitaire en fin de compte. Mais ce parcours, il faut le faire. Il ne faut pas jouer à saute-mouton, il ne faut pas l'éviter. Et malheureusement, il y a certains candidats qui le font. C'est une campagne difficile pour Valérie Pécresse. Elle est souvent dans la 5e position dans les sondages. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui la dépasse dans certains sondages récents. Comment vous expliquez qu'il y a cette mauvaise dynamique dont elle a du mal finalement à s'éloigner? D'abord, vous me permettrez de dire qu'il y a deux campagnes. Il y a celle où les gens restent chez eux en train de regarder les sondages. Et puis il y a celle sur le terrain où elle rencontre l'ensemble des acteurs qui vont à un moment ou à un autre avoir un rôle important dans cette campagne. Et je peux parler avec un peu d'expérience. Vous savez, les sondages, on les regarde, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Mais une campagne, c'est à l'arrivée, c'est le jour de l'élection. Ça se fait quand vous voyez 4 Français sur 5 n'ont pas encore choisi. Ça prouve bien que la campagne, elle a toujours lieu. Elle a lieu en ce moment. Elle n'a pas lieu uniquement dans les sondages. L'expérience dont vous parlez, c'est notamment celle que vous avez acquise auprès de Nicolas Sarkozy. On sait que l'ancien président a choisi de garder le silence. Certains disent qu'il pourrait rallier Emmanuel Macron dans les prochains jours. Est-ce que vous lui avez parlé de tout ça dernièrement? Vous savez, moi, ce que je fais toujours, c'est que je respecte l'ancien président de la République. Parce que d'abord, il a fait le choix de se mettre en retrait de la vie politique. Donc, c'est pas à nous de le remettre dans le chaudron de la vie politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les interprétations, les rumeurs, je pense qu'il faut être là aussi très en distance par rapport à ça. Demain, il va participer à une cérémonie très importante, qui n'est pas une cérémonie politique, qui est une cérémonie d'hommage au terrible événement que j'ai vécu auprès de lui quand il était président de la République à Toulouse. Et donc voilà, toute récupération politique ou politicienne des choses est vraiment détestable, parce que c'est pas ce qu'il souhaite et c'est pas ce que souhaite bien évidemment le président de la République actuel. Donc après, ce sera son choix, ce sera sa décision. Moi, je pense qu'il faut toujours respecter d'abord l'homme Nicolas Sarkozy, qui a eu une expérience indéniable, dernier président de la République de droite, en tout cas qui a assumé ce positionnement très fortement dans le pays. Et donc de ce fait-là, il aura peut-être l'occasion de parler, de se prononcer. Mais laissons-le, faut pas lui forcer la main. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir, je dirais, des rumeurs qui portent ses idées. C'est à lui de se prononcer s'il le souhaite. Vous êtes élu local, vous me disiez, vous étiez encore au contact de vos administrés à La Baule ce matin. Que vous disent ces administrés sur leurs attentes sur cette présidentielle? C'est vraiment le pouvoir d'achat, le principal sujet de préoccupation, comme certaines études d'opinion le montrent? Oui, nous sommes à peu près 1 heure ici de La Baule, et donc c'est vrai que j'ai l'occasion aussi de venir dans ce endroit magnifique qui est la Bretagne. Et la Bretagne, c'est pas uniquement la Bretagne administrative, c'est la culture bretonne. Et la culture bretonne, elle est aussi à La Baule très, très présente. Je pense que les Français, ils sont très préoccupés par leur situation du moment. Notamment en matière de pouvoir d'achat, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils voient que les montées des matières premières, la montée, bien sûr, des prix du carburant sont une préoccupation de vie quotidienne. Donc il faut essayer d'apporter des réponses à ces enjeux-là. Et puis ils veulent aussi, surtout, vivre en paix, vivre de façon paisible. Et là aussi, on a des propositions à apporter. Merci beaucoup, Franck Louvrier. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Ronald Guintrange. Actualité consacrée bien sûr à la guerre en Ukraine, notamment ce bombardement ce samedi d'un site militaire qui a fait des dizaines de morts. Très bonne fin de journée. On se retrouve nous demain à 14h. Bonne fin